Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le 18 mars 1962 étaient signés les accords d'Évian, mettant fin à 8 années de guerre en Algérie. Ces accords ont été approuvés par référendum en France métropolitaine le 8 avril suivant et prévoyaient en Algérie un référendum d'autodétermination qui s'est tenu le 1er juillet pour consacrer l'indépendance. 50 ans plus tard, Franck Ferrand revient sur le sort de près d'1 million de Français d'Algérie qui, à l'époque, ont dû quitter le pays. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On les appelle familièrement les pieds noirs. Ces Français d'origine européenne qui, peu à peu depuis 1830, s'étaient installés en Algérie, la seule vraie colonie française de peuplement finalement, l'Algérie. Leur drame, que résume l'expression la valise ou le cercueil, est bien connu, mais parce qu'il donne mauvaise conscience aux Français, on a généralement tendance à ne pas trop s'y attarder. Et pour évoquer ces souvenirs douloureux, vous avez invité un écrivain qui, en juin 1962, a dû quitter Alger pour Marseille avec sa famille. Et oui, Alain Vircondelet, qui a consacré de nombreux ouvrages à sa terre natale et à l'exode des Pieds Noirs. Le 1er janvier dernier, souvenez-vous, il était venu nous parler de son livre Témoin, La Traversée. Eh bien, cet ouvrage est maintenant paru et il est bouleversant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une fois n'est pas coutume, mon récit d'aujourd'hui est directement issu du témoignage d'Alain Vircondelet. De cet auteur, le journaliste et poète algérien Tahar Djaout, qui a été tué dans un attentat du fils. Tahar Djaout écrivait « De tous les écrivains nés en Algérie, Alain Vircondelet est celui qui possède le rapport le plus charnel, le plus passionné et le plus clairvoyant à la fois à sa terre d'origine. » Replaçons-nous dans le contexte. En ce printemps 1962, les accords d'Évian viennent d'être signés. L'indépendance officielle de l'Algérie est une affaire de semaines et pour les Pieds Noirs, l'heure est au départ, aux adieux, aux abandons, au déchirement. Ce qui va se dérouler au cours de cette saison si pénible pour eux, c'est le plus grand exode que la France ait connu depuis celui de 1940. Or, il s'agit cette fois d'un exode autrement définitif. Le jeune Alain Vircondelet, descendant d'une famille de Franche-Comté installée en Algérie depuis plus d'un siècle, le jeune Alain donc a 15 ans à ce moment-là, il doit embarquer avec sa famille à bord du paquebot Ville d'Alger, surnommé le Normandie de la Méditerranée, un navire bien connu de tous ceux qui ont navigué à l'époque entre Alger et Marseille. Je cite Alain Vircondelet. 20 juin 1962, c'est une journée inconsolable. Pourtant un jour de juin étincelant. Le ciel est bleu, d'azur. Pas un nuage. La ville se découpe précisément, presque trop. On traverse la ville dans notre voiture, une Dauphine blanche, au petit matin. Tout est à sa place, les avenues, les immeubles, les squares, le front de mer en bas, la rade, le môle. On descend du boulevard de la République la longue rampe qui mène sur les quais. L'agitation est extrême, mais étrangement, il n'y a pas de bruit. Tout le monde s'affaire, descend de voitures, d'autocars, traîne des valises. Des petits porteurs se risquent à proposer leurs services. Des marins, des employés de la compagnie maritime vont, viennent. Le silence est total, inquiétant. Très près, le Ville d'Alger comme monstre énorme attaché à de grosses cordes. À l'embarcadère, des gens s'accrochent aux barrières pour être sûrs de partir. La lumière d'été est partout, immaculée, presque immatérielle. Je porte 2 valises, trop lourdes pour moi. J'ai 15 ans. Je les traîne comme un fardeau, plus lourd que tout ce qu'elles contiennent, une détresse, un chagrin enfoui dans les vêtements, dans les objets, un fardeau, mais aussi une grâce. La mémoire de ce jour est ineffaçable. Il ne peut y avoir de répit à ces intrusions. C'est une histoire d'occupation, comme on parle d'un pays occupé. Rien ne peut en distraire le siège.
Elle est là, obsédante comme ce paquebot, à la proue tranchante telle une lame, indifférent à tout, implacable. Tant d'années après, elle ne peut se résoudre à s'effacer, à céder la place aux autres souvenirs. Depuis ce jour, je sais que rien ne sera jamais plus comme avant. Avant, la douceur d'Alger, la lumière dorée qui s'affale vers 11h du matin les jours d'été, la promesse des plages et des bains de mer, les odeurs de jasmin et d'oranger, et la baie qui embrasse de ses deux bras comme une mère. Pendant la traversée, je regarderai souvent le sillage du bateau fendant la mer, ces sillons d'eau, les traces indélébiles de cette histoire. Donc, juin 1962, ce petit matin-là d'aube laiteuse est le dernier sur cette terre. Ma mère parle de la douleur des exils, elle dit qu'il faut s'y préparer pour qu'elle soit supportable. Je n'en connais pas encore les prémices, mais je vois bien que quelque chose a déjà changé. La certitude, plus encore la compréhension secrète, palpable, que la ville bientôt va s'engloutir dans la mer, et que c'est là peut-être que commencera l'exil, dans l'absence des repères, dans une autre vie inconnue désormais, étrangère. Un extrait sur Europe 1 de Bye Bye Tadjira, extrait du film d'Alexandre Arcadi, Le Grand Carnaval. Des voyageurs sur le bateau imaginent déjà leur nouvelle vie en France, écrit Alain Vircondelet. Ils s'appuient sur des clichés, des idées et des images toutes faites, mais sauront-ils s'ajuster à leurs rêves et à leurs problèmes ? Tous sont sceptiques. On lit la gravité dans les visages, la crainte de n'être ni accepté ni respecté. Une vieille femme proclame à la cantonade « Vous verrez, ils nous prendront pour des romanichels, ils auront aussi peu de manières qu'ils n'en ont pour les gitans. » Je crains le pire, les injustices et les brimades, le mépris et la misère. Je buvais l'air vif, le visage encore humide des embruns, j'ai l'impression de me revigorer, de reprendre des forces, d'acquérir de l'énergie en moi, cette confiance et cette foi qui me permettent de tout braver. « Tu as la vaillance des colons, toi, dit ma mère en me regardant fièrement. » L'heure arrive cependant de s'approcher de la France. Sera-t-elle conforme à ce que nous en imaginions lorsque dans la douceur dorée de l'Algérie, on pensait à elle, nous fiant au roman régionaliste de Georges Sand à Ernest Pérochon, qui montrait les mœurs d'autrefois dans les campagnes, les villages fleuris où serpentaient des ruisseaux, des champs à l'herbe épaisse où paissent des vaches plantureuses. Tout un monde mythifié qui nous ferait peut-être tomber de haut quand nous nous heurterions à la réalité de la vie ordinaire. Bonjour Alain Vircondelet. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les pieds noirs sont effectivement tombés de haut. La France qui les accueille, si l'on peut dire, à l'été 1962, n'est pas la France dont on les avait abreuvés à longueur de lecture et de faux souvenirs depuis plus d'un siècle. Oui, nous étions en Algérie, nous avions des souvenirs extraordinaires et des images complètement mythifiées de la France. J'avais cité dedans, dans le texte que vous venez de lire, Ernest Pérochon, Georges Sand, Victor Hugo. Nous avions toujours C'était la France des rois et des cathédrales. Voilà, c'était la France des rois, des cathédrales, c'était la France aussi de Saint-Exupéry. C'était la France des villages, des clochers, la neige, les animaux, tout ce que nous ne vivions pas en Algérie et que nous mythifions. Et puis, lorsque nous sommes arrivés en France, eh bien, la première chose que j'ai vue de la France, la première image que j'ai de la France, et pour moi, elle est restée d'une façon indélébile, marquée dans mon cœur et dans mes souvenirs, c'est l'arrivée au débarcadère. Et là, j'ai vu une banderole de syndicalistes du port de Marseille qui avaient inscrit sur cette banderole « Revenez d'où vous êtes partis ». Et là, évidemment, j'ai vu pas les bienvenus, qu'on n'était pas du tout les bienvenus. Alors j'avais quitté Alger
et depuis le bateau, depuis le bastingage, j'ai vu partir cette ville, s'engloutir cette ville dans la mer. Mais juste avant, j'avais vu la dernière image, c'est Notre-Dame d'Afrique. Hein. Et quand je suis arrivé sur les rives françaises, j'ai vu d'abord Notre-Dame de la Garde. D'une Notre-Dame à l'autre. Voilà, mais d'une Notre-Dame à l'autre. Mais au bas de ces basiliques, il n'y avait pas la même chose. Hein. Il y avait à Alger, en bas de Notre-Dame d'Afrique, il y avait le cimetière marin, qui était extraordinaire, où nous allions régulièrement pour fleurir les tombes de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, après le cimetière marin, il y avait évidemment le rivage et la mer. Et là, en voyant Notre-Dame de la Garde, je pensais que ça allait être peut-être le même schéma, quoi, la même grâce que la mer pouvait apporter. Et puis j'ai vu cette banderole. Et là, j'ai compris qu'effectivement, j'étais passé du royaume à l'exil. Et puis ce que vous allez voir très vite, et ce que tous ces rapatriés d'Algérie vont bientôt mesurer, c'est à quel point les autorités françaises elles-mêmes, ceux qui dépendent même du gouvernement, de la préfecture, ne souhaitent pas accueillir tous ces rapatriés. En gros, on vous dit rentrez là-bas. Oui, elles ne s'en vantent pas du tout, et elles ne se sont jamais vantées d'ailleurs de ce qu'elles ont pu dire, ces autorités-là, après l'indépendance. Mais effectivement, nous avons été reçus de façon calamiteuse, et que ce soit de la part d'abord de la gauche française, qui avait été très très dure à l'égard des pieds noirs. Les communistes ont été odieux. Ils ont écrit des choses qui étaient intolérables. Et puis de la part du général de Gaulle, donc du gouvernement français, nous avons su après, par rapport à des témoignages, à des mémoires qui ont été écrits par les anciens ministres du général de Gaulle, que au cours de discours en off, de verbatim, eh bien, il était question de nous jeter d'abord de volontairement penser que nous étions en vacances, que nous venions en vacances, comme les fonctionnaires d'Algérie venaient par voyage payé par l'administration tous les 2 ans. On pensait qu'on allait venir comme ça. C'était pas définitif du tout. Oui. Et il y avait des gens comme Boulin, par exemple, qui essayaient de Robert Boulin, ou Jox, qui disait au général Louis de Gaulle, Jox, mais ils vont revenir, ils vont repartir, des craintes. Et de Gaulle avait même dit, s'ils ne reviennent pas, il faudrait les mettre dans l'outre-mer, peut-être en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, parce que comme ils ont l'âme de bâtisseurs, eh bien, ils vont pouvoir peut-être défricher des terres là-bas. C'était même Georges Pompidou qui avait pensé, lui, à l'Amérique du Sud. Oui, en effet. Alors, oui. Et puis, il y a eu, bien sûr, les fameuses interviews de Gaston Defferre, qui dans le journal de Marseille, qui ont été odieuses, dans lesquelles il nous a menacés de nous brutaliser, même physiquement, par ses propres sbires. Donc un déracinement qui est toujours très douloureux, mais qui en l'occurrence en plus s'effectue dans des conditions épouvantables. Nous allons revenir bien entendu sur le sort des pieds noirs, sur la culture pieds noirs, car il y en a une, et sur tout l'apport de cette population massive, près d'1 million de personnes quand même, en tout cas plus de 900 000 personnes. Nous allons y revenir. Le second exode après 40. Auparavant, j'aimerais, si vous voulez, que nous revenions sur l'histoire de cette colonisation française en Algérie, sur cette Algérie française de 1830 à 1862, qui fait l'objet notamment d'un numéro spécial de géohistoire. Et avec ce géohistoire dans les mains, nous allons revenir sur plus d'un siècle, sur 132 ans d'Algérie française. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux rapatriés d'Algérie, toujours en compagnie de l'écrivain et universitaire Alain Vircondelet. Et Franck, vous nous parliez d'un article dans Géohistoire. Ah, c'est plus qu'un article, Julia. C'est le magazine presque entier, le numéro d'avril-mai, qui d'ailleurs est déjà en kiosque et qui consacre 74 pages à cette période française de l'Algérie, de la conquête en 1830 à l'indépendance en 1962. Alors, on sait que tout serait né d'un coup d'éventail appliqué par le dais d'Alger au consul de France, représentant du roi Charles X, qui lui aurait mal parlé. Vous savez, ça c'est pour l'anecdote, et c'est pour l'histoire de France, car, comme le montre admirablement la double chronologie qui figure en exergue de ce numéro de Géohistoire, il existe, pour évoquer ces 132 années de présence française en Algérie, une vision française des choses et une vision algérienne, de part et d'autre de la Méditerranée, évidemment, mais pas tout à fait
en avant les mêmes événements. Ou bien, en tout cas, quand on évoque les mêmes événements, ça n'est pas tout à fait pour dire la même chose. Je prends l'exemple bien connu de Sétif. Du côté de la chronologie française, donc en haut de la page, en l'occurrence, 8 mai 1945, alors qu'on célèbre la victoire sur les nazis, des émeutes hostiles aux Français éclatent dans le Constantinois. À Sétif et Guelma, les fermes des colons sont attaquées et 103 Européens massacrés. Menés par l'armée et les milices, la répression coûte la vie à plusieurs milliers d'Algériens, entre 2 et 6 000, ça ce sont les sources françaises. Et à la même date, dans le bas de la page sur la chronologie algérienne, vous voyez 8 mai 1945, alors que des défilés indépendantistes ont lieu dans la plupart des villes du pays, un manifestant est abattu par la police à Sétif, on ne met pas l'accent sur le même aspect d'un même événement, l'insurrection gagne tout le Constantinois, les représailles feront entre 20 et 40 000 morts, ça c'est du côté des sources algériennes. Bonjour José-Alain Fralon. Bonjour. On connaît de vous bien sûr le grand reporter au Monde. En l'occurrence, vous faites partie de l'équipe rédactionnelle de ce numéro spécial de Géohistoire et vous vous êtes intéressé à ce qu'on a appelé la troisième voie. On y viendra dans un moment. Pour l'instant, j'aimerais que vous nous disiez quels ont été les choix de la rédaction. 132 années d'une histoire extrêmement riche et mouvementée des Français en Algérie. Il a fallu bien entendu sélectionner, si je puis dire. Voilà, je crois que ce qu'a voulu Géohistoire, c'est surtout de faire l'histoire de cette Algérie sous domination, l'Algérie française, donc, sans parler uniquement de la guerre, c'est-à-dire au fait la fin de la guerre d'Algérie, mais en parlant de ces années, ces dizaines d'années. Et on s'aperçoit quand même que la guerre est très prégnante quand même, depuis le début. Et ce qui explique peut-être ce sentiment de fortuité, j'allais dire, des pieds noirs, parce que la guerre d'indépendance était à 1954, mais la guerre de conquête a été longue. Elle est partie revenue. Donc on a essayé de montrer un peu l'histoire humaine de cette Algérie des deux côtés. Cette guerre de conquête qui commence par la prise d'Alger en 1830, qui va valoir à Charles X une imprudence et qui va lui coûter son trône d'ailleurs, parce que dans la foulée de cette victoire, Charles X se croit autorisé à passer les fameuses ordonnances qui seront jugées liberticides et qui vont donner naissance aux journées aux Trois Glorieuses qui mettent Louis-Philippe sur le trône. Or, ce qui est étrange, Alain Vircondelet, c'est que Louis-Philippe continue en Algérie l'œuvre de Charles X. Non seulement il la continue, mais il la prolonge et l'assoit. Oui. Et puis il y a effectivement aussi une conquête qui devient de plus en plus violente et de plus en plus dure. Nous avons des témoignages de véritables récits qui sont odieux, et j'ai toujours pensé que c'était peut-être là qu'était le péché originel de ce royaume, de ce royaume sacré que nous. C'est le royaume, c'est le voilà. Terme que vous employez vous pour parler de l'Algérie. Oui. Un peu aussi comme Camus qui a écrit L'Exil et le Royaume, bien sûr. Et effectivement, il y a eu des massacres qui ont été perpétrés dès le début, des massacres que nous rapportent les généraux, et on voit bien qu'il s'agit de choses atroces qui ont été commises et dont certainement les Algériens ont dû garder mémoire ancestrale, mémoire cellulaire. Mais non seulement les Algériens, mais les Français de métropole aussi, puisque dans ce très mauvais accueil que nous avons simplement évoqué en début d'émission, ce très mauvais accueil réservé aux rapatriés d'Algérie, il y avait chez les Français de France, il y avait le souvenir et on pourrait peut-être dire une sorte d'amalgame de tous les reproches qu'on a pu faire aux colons français, peut-être sur des générations. Il y a eu ça et surtout, vous avez prononcé le mot de colon, en 1962, beaucoup de Français cultivés, professeurs, croyaient que la majorité des pieds noirs étaient des colons. Et on ne le redira pas jamais assez, parce que les images ont la peau dure, que le niveau de vie, en gros, des pieds noirs par rapport aux Français de France, comme on disait, était inférieur, j'ai pas les chiffres exacts, à peu près de 15 à 20%, quoi. Absolument. Donc c'était des pauvres gens. Et quand Vircondelet, dans ses livres, et Camus aussi, parle des joies simples des pieds noirs, pourquoi des joies simples? Parce que nous étions des gens simples. Parce que nous, les fins de mois étaient durs à boucler, et c'était des petites gens. Et les joies simples, le soleil, ça coûte pas cher, et la mer coûte pas cher. C'est l'expression du premier homme, d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier que c'était, et que les colons
très vite, il y a eu la colonisation. Qui sont les Français qui vont s'installer au fil des décennies en Algérie pour la peupler? Encore une fois, c'est un cas presque unique dans l'histoire de la colonisation française. L'Algérie est une colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'on y installe une population, contrairement à toutes nos autres colonies où il y avait seulement des administrateurs et quelques agents commerciaux, disons. Au début, moins de Français qu'on ne le pense. C'est surtout des hommes et des femmes, de pauvres gens qui fuient la misère, qui fuient la pauvreté, qui fuient quelquefois quelques violences aussi politiques et qui sont toutes issues, ces populations, du bassin méditerranéen. Alors ça vient de Malte, ça vient d'Espagne, ça vient d'Italie, ça vient de Sardaigne, ça vient de Sicile et ils s'installent dans ce pays qui est vierge et qui finalement n'appartient à personne, et qu'ils vont repeupler, qu'ils vont féconder de leur énergie, de leur force vitale, parce que le pays est nouveau, le pays est neuf, comme eux se veulent aussi neufs. C'est une colonie de peuplement, mais en même temps, elle n'est pas rationnelle. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ferme les ateliers nationaux. Il y a des gens qui se retrouvent sur le trottoir, qui n'ont plus de boulot. Allez en Algérie. Là, on est après la révolution de 48. Voilà, la commune A, allez en Algérie. Les Alsaciens lorrains qui ne veulent pas devenir allemands, pourquoi pas aller en Algérie? Bref, tous ceux dont on ne veut plus à Paris ou en France, on les envoie un peu là-bas. Il y a ça quand même. Il y a très peu de gens, il y en a qui sont partis pour coloniser, mais très peu. C'est souvent le hasard qui a fait cette colonie. Le nom de Camus, évidemment, a déjà surgi à plusieurs reprises dans cette conversation. C'est très naturel. Vous consacrez votre propre contribution à ce numéro spécial de Géo-Histoire, José-Alain Fralon, à ce qu'on a appelé la troisième voie. C'est un sujet très passionnant et qui a été quasiment passé dans les oubliettes de l'histoire. De quoi s'agit-il? Quelle est cette troisième voie? Pourquoi c'est tombé dans les oubliettes? Pourquoi on n'en parle pas? Parce que la guerre, malheureusement, exacerbe les passions. Et quand les passions sont exacerbées, on a une montée aux extrêmes. La troisième voie, c'est les deux. Il y a quelques personnes emblématiques. C'est du côté algérien, c'est Ferhat Abbas. C'était des gens qui ont cherché avant tout à privilégier le dialogue sur la solution violente, depuis le début. Camus, Ferhat Abbas qui s'embrasse en 57 et qui essaye de faire quelque chose en disant « essayons tout sauf la guerre ». Et petit à petit, tant du côté des Européens, mais il faut le dire aussi, du côté des indépendantistes, la pression était telle qu'il était presque de plus en plus difficile d'être libéral du côté algérien, du côté des indépendantistes comme du côté des Européens. Et c'est ça, et c'est là où l'exacerbation et la folie OAS-FLN des années 62 qui aboutit à deux choses terribles, c'est-à-dire l'exode d'1 million de personnes, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, qui aboutit à l'instauration d'une dictature en Algérie. Dans l'Algérie, c'est toujours pas remise. Donc voilà, c'est pour ça, c'est cette montée aux extrêmes. Et cette troisième force, il n'y a pas n'importe qui du côté des Européens. Vous parlez de Camus, vous parlez de Ferhat Abbas, il faut parler de Jacques Chevalier, que vous appelez l'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie et auquel vous consacrez une biographie qui va paraître chez Fayard le mois prochain. Voilà, donc Chevalier est une des figures tutélaires de ce mouvement libéral. Chevalier est une personne qui commence plutôt Algérie française, plutôt à droite, et qui finalement comprend qu'il faut dialoguer, il faut négocier à tout point de vue. C'est-à-dire, si on avait écouté Chevalier, si on avait écouté Camus, si on avait écouté Ferhat Abbas, sûrement, il n'y aurait pas eu tant de morts, il n'y aurait pas eu 600 000 soldats qui seraient venus, et on aurait peut-être trouvé une solution que Chevalier préconisait. Camus n'a jamais été pour l'indépendance, il faut le dire, ça vers la fin de sa vie. Mais enfin, Chevalier prévoyait une sorte de fédération entre la France et l'Algérie pour petit à petit amener l'Algérie à son indépendance. Il y a un poster dans ce numéro spécial avec deux cartes, l'une qui est la carte d'Alger, et puis au dos, l'Algérie à la veille du conflit. C'est très instructif et parce que c'est une géographie que finalement les Français maîtrisent de plus en plus mal, forcément. Au sud, bien sûr, tout le Sahara, ce qu'on appelle les territoires du sud, et puis ces trois grands départements du nord dans la partie fertile du pays, au bord de la mer. Tout à fait à droite, le département de Constantine, avec les ports de Beaune, Philippeville, et puis au milieu, le département, au centre, le département d'Alger, bien entendu. Et sur la partie ouest, je dis à gauche, mais c'est vrai que c'est mieux de dire sur la partie ouest, le département d'Oran. Je vous propose du reste de nous rendre à Oran et de revenir en 1962 dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Il y a 50 ans, il quittait l'Algérie. Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux rapatriés d'Algérie. On les appelait aussi plus communément les pieds noirs. Franck. Alors nous allons effectivement, en compagnie de José Alain Fralon et bien sûr d'Alain Vircondelet, revenir sur les pieds noirs. Un point de précision, si vous le permettez. Nous parlions tout à l'heure des horreurs de Sétif. Eh bien, souvenir pour souvenir, il y a eu aussi des massacres du côté indépendantiste. Notre confrère Guillaume Zeller de Direct 8, qui est le petit-fils d'un des 4 généraux du putsch de 61, vient de publier chez Talandier un livre-choc sur un événement qui s'est déroulé précisément au cours de la période dont on va célébrer très bientôt le cinquantenaire, le jour même de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Vous veniez juste de débarquer à Marseille, Alain Vircondelet. Oui. Ce jeudi 5 juillet, donc, non pas à Alger, mais à Oran, la grande ville à l'ouest du pays, des soldats algériens, mais aussi des civils en armes, se mettent à poursuivre des Européens à travers la ville. Pourtant, dans cette période encore transitoire, de nombreux militaires français sont encore présents à Oran. Il y a là quelques 18 000 hommes qui pourraient prendre la défense des pieds noirs pourchassés, mais non. Ils vont rester cantonnés dans leur caserne, ordre de leur chef, le général Katz, qui refuse de se mêler de ce qui se passe. Les regroupements de pieds noirs par la force, les enlèvements, les exécutions sommaires vont se multiplier pendant toute cette journée et le soir du 5 juillet, on va relever quelques 700 morts parmi les Européens. Et pour ce qui est des Arabes victimes de cette sorte d'épuration sauvage, car on n'a pas tué ce jour-là que des Européens, eh bien on ne connaîtra jamais véritablement leur nombre. Ce massacre est demeuré inconnu pendant 50 ans, écrit Guillaume Zeller. Les victimes tentent depuis, souvent en vain, de se faire entendre. Des historiens s'emploient à en reconstituer le déroulement. Des responsables politiques saisis du dossier cherchent parfois à donner des réponses techniques, législatives ou économiques. Mais ce drame reste ignoré du grand public. Plusieurs raisons expliquent la méconnaissance de l'une des principales tueries d'un conflit que les accords d'Évian clôturent sur le papier, mais qui connaît de sanglants soubresauts jusqu'à l'indépendance et même après. Selon Guillaume Zeller, ce silence serait dû à 3 causes principales. D'abord, le mode opératoire des assassins, forcément, ça s'est fait dans un tel désordre que tout ça a bien sûr brouillé les pistes et n'a pas rendu facile les bilans historiques. Ensuite, la gêne de part et d'autre, aussi bien du côté du FLN qui désavoue bien sûr ce massacre que du côté du gouvernement français qui ne veut pas en entendre parler. Enfin, ce que l'auteur appelle le dogme du 19 mars, c'est-à-dire le mythe selon lequel les accords d'Évian auraient aussitôt rétabli la paix en Algérie. En vérité, ces accords d'Évian ont instauré un cessez-le-feu, mais on était encore loin d'une situation de paix véritable. Dans cette musique, José Alain Fralon, la question du nombre réel des victimes de ces massacres d'Oran du 5 juillet 1962. Oui, c'est vrai que c'est un épisode assez peu connu, malheureux, un épisode très très noir. Il faut comprendre que à Alger, les accords entre les FLN et l'OS que Chevalier avait initiés ont donné les résultats qu'il n'y a pas eu de, ça s'est terminé, enfin, pas dire bien, mais enfin il n'y a pas eu cet embrasement. Alger aurait pu brûler vraiment des deux côtés. C'était vraiment se préparer à un affrontement terrible. À Oran, ça n'a pas été le cas. L'OAS d'Oran ne suivait plus les consignes d'Alger et le FLN non plus n'arrivait plus à contenir sa population. Donc il y a eu des massacres qui ont été très forts. C'était vraiment crépusculaire. Quand on dit, vous aviez raison, quand vous dites que c'est en mars, on croyait que la guerre s'est arrêtée. Non, la guerre a été terrible. De mars à juillet, les événements étaient terribles. C'était très très dur de tous les côtés. C'était vraiment. Il y a eu plus de morts. Il y a eu plus de morts français entre mars et juin. Européens, qu'il n'y en a eu pendant toute la guerre, semble-t-il, parce que ça a été une terre brûlée que la politique qu'a conduite l'OAS. Vous êtes parti, on va venir à l'OAS, c'est fondamental évidemment, vous êtes parti en juin. Oui, juin 62. Certains sont restés, et sont restés même, alors très peu nombreux, mais certains sont restés à jamais, si je peux dire. Oui, alors il y a un auteur récent là qui prétend que les Français, en fin de compte, ont paniqué et qu'ils n'auraient jamais dû partir, car les accords d'Évian nous protégeaient. On a bien vu que les accords d'Évian ne nous protégeaient
en aucune manière. Et effectivement, il y a eu à peu près 200 000 pieds noirs qui sont restés. Alors, qui sont-ils, ces 200 000 pieds noirs, dont on sait d'ailleurs qu'ils se sont, au fur et à mesure, enfuis d'Algérie, ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont restés parce qu'ils n'avaient pas de famille, finalement. C'était des gens très, très âgés qui voulaient rester. Il y avait évidemment aussi des gens qui se disaient désormais algériens et plus français, qui sont restés, si j'ose dire, en haine de la France. Des Français qui étaient en haine de la France et qui ont décidé d'adopter la nationalité algérienne. Ces 200 000 pieds noirs qui sont restés sont composés de ces gens-là. Mais au fur et à mesure, ils sont partis. Et il n'en reste plus aujourd'hui que quelques milliers, hein, et même un peu moins, semble-t-il. Alors, la haine de la France, ça, je trouve que c'est un peu gros. Par exemple, Jacques Chevalier lui a pris la nationalité algérienne. Je ne crois pas, vu toute son histoire, que Chevalier, que sa famille... Duval aussi. Et voilà, je ne crois pas qu'ils avaient une haine de la France. Je crois qu'ils ont essayé ça a été dur de comprendre que leur pays était, l'Algérie, était aussi resté leur pays. Moi, j'ai vraiment, dans ma famille et autour de moi, et quand on lit la presse, quand on enquête sur ce sujet, il y a des sons de cloche très différents. Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont restés, qui ont été très contents de rester, qui ont trouvé qu'ils étaient, c'était plus comme avant, mais ils ont vécu, très bien accueillis, notamment à Alger, d'autres moins. Voilà. Je crois que c'est très, très compliqué. Il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle les pieds rouges, c'est-à-dire les gens de gauche ou d'extrême gauche qui sont venus aider la révolution algérienne au début en 1962. Ça, c'est complètement différent. Et il y en avait aussi qui ne sont pas du tout de la population de c'est autre chose. C'était pour ça qu'on les appelait les pieds rouges, entre guillemets, quoi. Vous parliez du père Duval, que vous avez rencontré plus tard, vous, Alain Vercondlet. Je l'ai rencontré d'ailleurs quand j'étais communiant, puisque c'est lui qui m'a confirmé à Notre-Dame d'Afrique. Et évidemment, dans notre entourage, l'archevêque d'Alger n'était pas très aimé. Il était celui qui avait pris parti pour les Algériens et nous estimions que ce n'était pas son rôle. Donc les Pieds Noirs l'avaient appelé et surnommé du sobriquet de Mohamed Duval, et qu'il avait d'ailleurs accepté de façon, je dirais, assez farouche même, parce que c'était un homme qui avait une grande personnalité, qui était très, qui avait un profil d'aigle, hein, qui avait un visage très aigu comme ça, et aussi une pensée qui était très acérée, et qui pensait qu'effectivement le message chrétien était torturer un Algérien, c'était torturer Jésus. C'était un petit peu ce qu'il pensait. Donc je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré 20 ans plus tard. Voilà, c'est ça. Ça a été très important pour moi parce que je voulais un petit peu régler un contentieux avec lui, parce que je trouvais qu'on avait peut-être été un peu injuste à son égard. Et 20 ans après, je suis allé le revoir en 82 et nous avons fait la paix, si j'ose dire. Évidemment, l'OAS, dans cette affaire, va jouer un rôle terrible. Vous racontez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, La Traversée, qui est publié, je le précise, parce qu'on m'a fait signe que j'avais oublié, chez First Document. Dans La Traversée, vous expliquez à plusieurs reprises que si le général de Gaulle s'est montré peut-être si peu accueillant envers les rapatriés d'Algérie, c'est aussi parce qu'il les avait plus ou moins assimilés à ses ennemis terribles qu'était l'OAS, évidemment. Hein, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, il faut dire en deux mots pour nos plus jeunes auditeurs de quoi il s'agit. Oui. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait toujours en mémoire la trahison de Pétain. Et donc toute l'extrême droite a été pour lui quelque chose qui le révulsait absolument. Alors l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui était composée en majorité de gens qui étaient plutôt d'une droite dure et patriote, et qui étaient pour maintenir l'Algérie française, et cette organisation de l'armée secrète est devenue évidemment spontanément le remake de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y avait quand même beaucoup d'extrémistes dans ces rangs, et ils ont contribué à beaucoup jeter d'huile sur le feu, si je puis dire. La terreur a été installée aussi bien par le FLN que par l'OAS. Oui, c'est ça. On était là écartelés entre deux violences, et bien entendu, c'est ce qui a peut-être aussi rendu d'autant plus douloureux le règlement de cette affaire. Si tant est qu'on puisse parler de règlement, parce que finalement, pour la population des Pieds Noirs, il n'y a pas eu vraiment de règlement. Non. Rien. On est étonné par la désorganisation générale de cette affaire. Si vous voulez bien, nous y revenons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1.
J'ai quitté... Sur Europe 1, c'est la chanson symbolique de l'exil des Pieds-Noirs. Et Franck, vous souhaitiez revenir sur les témoignages, un témoignage. Oui, un témoignage, celui de Catherine en l'occurrence, qui nous dit « J'étais petite lorsque j'ai quitté Constantine en 1963, j'avais 5 ans. Malgré ou à cause de ce jeune âge, j'ai un souvenir traumatique de cette période, des explosions, de la peur de mes parents. Nous avons été très très mal reçus, c'est vrai, et c'est bien qu'enfin ce soit dit. Le pire dans cette guerre, ajoute Catherine, c'est que cela aurait pu être fait autrement, sans monter les unes contre les autres des populations dont on ne dit pas assez non plus qu'elles s'entendaient et s'aimaient plus qu'on ne le sait en général. » Et je vous vois approuver ces paroles de sagesse et de paix, José Alain Fralon. Ben oui, quand on lit Camus, Malheur en Algérie, il y avait un problème humain. Camus disait le problème, c'est pas l'indépendance, c'est le problème humain de la population musulmane. Vous-même êtes rapatrié, mais moi, vous êtes rentré plus tôt, plutôt qu'Alain Vircondelet. Oui. Je suis rentré en même temps qu'Enrico Macias. Enrico Macias est rentré en 1960-61 avant les autres. Oui, c'est que cet accord entre les communautés était possible, et c'est cette troisième voie, beaucoup l'ont cherché. Et ce qui est très dommage, je trouve, et Jacques Chevalier voulait écrire ses mémoires, et il voulait parler des Pieds Noirs parlant des suicidés. C'est-à-dire, je trouve que c'est la tragédie des Pieds Noirs. Je pense ils méritaient mieux que certains hommes politiques qui les ont utilisés ou qui les ont représentés. Je trouve que c'est une des tragédies des Pieds Noirs. Ce qu'il faut peut-être dire, Alain Vircondelet, c'est que lorsqu'on dit les Pieds Noirs, on a l'impression d'une population très homogène. C'est très loin d'être le cas, ce que vous montrez là aussi très bien. On a affaire quand même à une population assez disparate, en tout cas dans ses origines. Mais vous savez, Albert Camus, dans l'Algérie déchirée, disait que les Français, effectivement, voyaient cette population comme une population très homogène, et qu'il assimilait que la France assimilée à 1 million de colons à cravache et à cigares montés sur Cadillac. Voilà ce que dit Albert Camus. Mais c'était l'image, effectivement. C'était l'image, mais évidemment, nous n'étions pas cela. Et il y avait en Algérie même énormément de courants, et même de courants de gauche. Il y avait une vraie vie politique. Il y avait une vraie vie politique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en fait, nos ennemis n'étaient pas les Algériens. Les ennemis ont été évidemment ceux qui nous ont montés, comme dit votre auditrice, les uns contre les autres, c'est-à-dire aussi bien l'OAS que le FLN dur, la frange dure, dont il ne faut pas oublier que ces hommes révolutionnaires étaient très très jeunes, un peu comme les grands révolutionnaires de la Révolution française. Les guerres et les révolutions sont toujours faites par des adolescents. Donc des gens qui étaient très très violents et très durs et en même temps très extrémistes. Mais les Algériens, le peuple algérien était quand même un petit peu entraîné dans cette histoire par le FLN, terrorisé par lui aussi, et en même temps était un peu sceptique sur ce qu'allait devenir ce pays. Moi, je me souviens, par exemple, et ça inaugure d'ailleurs le livre, mon livre de la traversée, c'est lorsque nous sommes partis, notre voisine algérienne nous a entendu partir au petit matin. Elle a ouvert la porte et elle a jeté très discrètement de l'eau sur les marches de notre escalier en disant « Marchez dedans ». Marchez dans l'eau parce que ça veut dire chez nous que vous allez revenir. Et alors ma mère lui a dit, mais tu vois, on s'en va, mais tu dois être contente maintenant. Et elle dit, je ne sais pas, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Il faut dire aussi que s'il y a une diversité du côté des Européens d'Algérie, il y a aussi une grande diversité du côté des Algériens. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a l'image caricaturale du colon et l'image aussi de l'Algérien avec le burnous, etc. C'est un pays immense, c'est un pays multiple, c'est un pays avec des origines ethniques différentes, j'aurais une politique différente. Et est-ce qu'il y avait une confrontation religieuse? Voilà un sujet qui doit vous être cher, évidemment, Alain Vircondelet. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait chrétiens contre musulmans dans cette affaire? Du tout. C'était quelque chose qui ne se voyait pas, qui ne se vivait pas du tout. Les processions catholiques se faisaient presque au milieu des Algériens sans que personne n'y voie quoi que ce soit à redire. Et puis on entendait les mosquées également. Enfin, donc il n'y avait absolument il n'y avait pas de conflit religieux. Les messages arrivent en telle quantité qu'évidemment je ne vais pas pouvoir me faire l'écho de tous. Ce sont tous des témoignages de souffrance, bien entendu, et en même temps de réconfort d'entendre parler de ça. Depuis 50 ans, c'est la première émission que j'entends sur les Pieds Noirs d'Éric, qui exagère tout de même un petit peu. C'est une exagération pieds noirs, nous allons dire. J'aurais énormément de livres à citer, car depuis que nous faisons cette émission, ça va bientôt faire 10 ans, je n'ai jamais vu un sujet susciter une telle
quelle abondance de publications. L'édition française s'est littéralement mise aux couleurs de l'Algérie et de ce drame et de ce règlement de 1962. Alors, parmi quelques livres, je citerai quand même l'histoire du drame algérien qui est présenté par Bernard Michal chez Omnibus, le bel album de Jean-Baptiste Ferracchi qui s'appelle L'Adieu 1962, le tragique exode des Français d'Algérie. Il y en aurait beaucoup d'autres. Il y a aussi un livre préfacé par Pierre Schoendorfer qui s'appelle Harkis, soldats abandonnés. Ça, ce sera l'objet d'une émission à part entière car il faut évidemment parler aussi des harkis, c'est un autre et grand, je dirais même c'est un puissant sujet. Le numéro spécial de Géohistoire est donc déjà dans les kiosques, il y sera pendant tout le printemps. 1830-1962, l'Algérie de la conquête française à l'indépendance, avec notamment ce bel article dont j'aurais aimé parler davantage, mais dont nous vous avons donné la substance, la quintessence, article de José Alain Fralon sur cette troisième voie, ce que vous avez appelé les apôtres de la troisième voie, qui étaient des partisans d'une paix et pas seulement au sens militaire du terme, loin de là. C'était très politique et c'était même, on pourrait dire, philosophique comme vision. Et puis d'Alain Vircondelet, La traversée chez First Document, c'est le livre, vous avez bien compris, qui nous a servi de balise, j'allais dire quasiment de bouée, dans cet océan éditorial. Merci beaucoup Alain Vircondelet d'avoir parlé avec des mots aussi justes, forts, simples, de ce qui reste pour beaucoup de nos compatriotes une véritable blessure encore ouverte.